Comment je prévois de protéger le portefeuille Trident contre les périodes baissières de la bourse? C'est une très bonne question qui m'a été inspirée par le retour en commentaire de Oushgo8529. Les gars, il faut faire un effort sur les pseudos, ça commence à devenir compliqué à prononcer. Bonjour Roman, là où tout va se jouer pour le portefeuille Trident, c'est en phase baissière ou en période de crack. Parce que surperformer le marché en phase haussière, c'est top, mais si le portefeuille s'effondre en phase baissière et sous-performe le marché, alors sur le long terme, le portefeuille risque d'être en sous-performance. C'est un très bon point que tu soulèves ici et en effet quelque chose que je n'ai pas précisé dans la précédente vidéo, c'est que en effet actuellement le portefeuille Trident surperforme du coup le S&P 500, mais on est sur une période de temps à nouveau qui est assez courte, on est sur 1 an et demi de performance et surtout on le voit clairement ici avec des performances de 54% et de 42%, on est dans une phase haussière de marché, on est dans un marché qui grimpe, ce que les Anglais appellent un bull market. Et si comme moi vous avez étudié un petit peu l'historique boursier, vous savez qu'il y a des bull markets mais également des bear markets, c'est-à-dire des périodes de baisse. Et ces périodes de baisse sont aussi souvent violentes et on peut avoir des chutes assez importantes. Et en effet, il est important de savoir qu'il y a certaines stratégies en bourse qui vont très très bien fonctionner quand le marché va être haussier et beaucoup moins bien fonctionner quand le marché va être baissier. Donc ce qui est important finalement, c'est pas d'avoir une stratégie qui fonctionne uniquement en marché haussier, c'est une stratégie qui fonctionne globalement bien en marché haussier et en marché baissier. Et qui globalement, dans toutes les périodes qu'il y a, 80% du temps, à nouveau, la bourse va plutôt monter, donc être en marché haussier, et 20% du temps, elle va descendre. Mais ce qui compte, c'est évidemment sur le 100% de temps qu'on a, donc sur un horizon 5-10 ans, où généralement on va traverser à la fois des marchés haussiers et des marchés baissiers, est-ce que la performance sera meilleure que celle de l'indice ? D'ailleurs, même à travers les indices, il y a des indices qui vont mieux performer en fonction des marchés. On pense évidemment ici au Nasdaq que je vais aller rajouter, donc le Nasdaq qui contient les entreprises technologiques qui ont tendance à monter très très fort lorsque le marché monte et au contraire, comme lorsqu'on a eu en 2022 la baisse des taux d'intérêt qui ont tendance à chuter très très fort à ces moments-là. On le voit ici depuis janvier 2023, le Nasdaq a une performance incroyable, il a quasiment doublé de prix, mais vous le voyez, si vous étiez sur le Nasdaq du coup en 2021, fin 2021, vous avez pris quand même une sacrée correction, on est à moins 34%, alors que si on compare ça justement au S&P 500, la baisse a bien été elle aussi présente, mais vous le voyez, moins importante que ça, on est plutôt autour des moins 20%. Et évidemment, on voit que la récupération a aussi été moins forte sur le S&P 500. Donc à nouveau, en fonction des compositions d'actions qu'on va avoir, eh bien, on ne va pas tout à fait avoir la même performance. Mais évidemment, ce qui compte, c'est sur le long terme. Et jusqu'à présent, si on compare le S&P 500 et le Nasdaq, on voit que celui-ci a plus de volatilité, mais a quand même tendance à surperformer le S&P 500 sur 5 ans. Et même depuis le début, on voit ici l'énorme explosion de la bulle technologique, mais on voit que ça reste un indice qui finit par surperformer puisqu'il a des actions à l'intérieur qui ont des meilleures croissances. Vous voyez que sur Interactive Broker, je peux également placer le Nasdaq. C'est un commentaire d'ailleurs qui m'a été fait sur YouTube de également comparer la performance au Nasdaq. Et là, vous voyez qu'en effet, le Nasdaq nous met la pâtée sur cette période-là. Donc depuis à nouveau janvier 2023, il est à 82% de performance alors qu'on est à 54% et que le S&P 500 est à 42%. Donc à nouveau, ça s'explique parce qu'on est en marché haussier, qui est le marché préféré du Nasdaq, avec des actions qui ont vraiment explosé à la hausse. Je pense évidemment à des boîtes comme Nvidia, comme AMD. C'est pas forcément le genre de boîte que j'aime avoir dans le portefeuille Trident parce que ça ne verse pas de dividendes, parce que les croissances sont très très optimistes, parce que à mon avis il y a beaucoup plus de cyclicité au niveau des revenus. Et donc moi le pari que je fais, c'est que le Nasdaq en marché baissier va plutôt avoir tendance à chuter. Et l'idée c'est qu'on va chuter moins, je pense que le Nasdaq, on va mieux résister. En tout cas, c'est vraiment mon objectif, c'est de voir en effet ma performance, d'arriver à battre ces deux indices dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux scénarios, le marché haussier et le marché baissier. Donc en effet, je prends bien en compte et je prends toujours ce recul de me dire attention, là on est en marché haussier, donc c'est normal et c'est une bonne indication qu'on arrive à battre le S&P 500 puisque celui-ci a tendance à mieux résister aux baisses. Et maintenant, en marché baissier, le but va être de rattraper notre retard par rapport au Nasdaq. Et à nouveau, je pense qu'on va être capable de faire ça parce qu'on s'est positionné sur des entreprises qui pour moi sont moins spéculatives, sont plus profitables, sont plus rentables, versent des dividendes, ont une meilleure croissance que le Nasdaq. À nouveau, sur la Trident, vous voyez, on peut benchmarker ici nos fondamentaux avec le S&P 500, mais on peut également venir le faire sur la moyenne du Nasdaq. On voit que le Nasdaq a une meilleure note que le S&P 500, mais on est toujours au-dessus.
Et logiquement, selon moi, on devrait obtenir une meilleure performance puisqu'à nouveau, on a une meilleure linéarité aussi ici au niveau de nos actions. On a une croissance du chiffre d'affaires qui devrait être plus importante de notre côté. On a une croissance aussi des bénéfices qui devrait être plus importante, des meilleurs retours sur investissement. Donc à nouveau, c'est les fondamentaux qui drivent les résultats sur le long terme. Et étant donné qu'on a sélectionné les entreprises qui, selon moi, ont vraiment des meilleurs fondamentaux et on le voit concrètement ici avec ce benchmark, selon moi, on devrait parvenir à le battre sur les 5 prochaines années. Idéalement, il faudrait qu'il y ait un marché baissier, évidemment, pour qu'on puisse se rendre compte de la différence que ça fait. Donc pour revenir sur ta question, Ushgo, quel critère antifragile intervient dans le portefeuille Trident? Pour moi, c'est vraiment ça. C'est aller chercher des entreprises qui ont les meilleurs fondamentaux de business, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif. On va en reparler un petit peu. Quelle stratégie as-tu mis en place dans la sélection de ces actions pour assurer ces phases difficiles? Ou as-tu un autre portefeuille défensif à côté? Donc non, je n'ai pas un autre portefeuille défensif à côté. Pour moi, je ne suis pas forcément sur un portefeuille très agressif. Pour moi, j'ai juste sélectionné des actions qui ont justement une très bonne constance dans leur performance. Et je préfère me positionner comme ça sur les actions qui sont très stables et performantes dans le temps, plutôt que de juste aller sur les actions qui explosent évidemment le plus à la hausse, mais qui peuvent connaître des baisses aussi importantes. Et selon moi, le Nasdaq en contient pas mal. Après, c'est intéressant parce que si beaucoup d'investisseurs en ETF n'aiment pas se positionner sur le Nasdaq, c'est parce qu'il est considéré plus risqué, parce qu'il est plus volatile. Donc, on peut avoir des baisses importantes. Pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que la volatilité, ce n'est pas forcément le risque. La volatilité, c'est juste le marché qui parfois va être très optimiste et très pessimiste. Ce qui compte pour moi au niveau de la volatilité, c'est vraiment d'avoir à nouveau des entreprises qui ont des très très bons fondamentaux. Et c'est ça en fait qui va driver pour moi vraiment toute la performance boursière, c'est d'avoir des entreprises qui ont justement une augmentation par exemple de leur free cash flow qui est très stable dans le temps. Ce qui m'inquiète, c'est pas quand mon action elle perd 10%, c'est quand ses bénéfices chutent de 10%. Et ça n'a rien à voir, c'est-à-dire une action peut chuter de 10% et ses bénéfices peuvent rester les mêmes. Dans ce cas-là, c'est une belle opportunité. Si par contre les bénéfices chutent de moins 20% et l'action gagne plus 10%, là je vais m'inquiéter. Cette volatilité, elle n'est pas toujours simple à accepter, notamment quand on démarre en bourse. Évidemment, on n'aimerait pas tout à coup avoir son portefeuille prendre moins 10, moins 20%, moins 30%. Mais selon moi, c'est le prix à payer pour avoir cette performance incroyable qu'ont eu les actions sur le long terme. Et si on ne l'accepte pas, c'est-à-dire on se dit non, moi je veux pas de volatilité, eh bien malheureusement ça va être très compliqué. Il existe des stratégies pour diminuer la volatilité de son portefeuille. C'est d'ailleurs un petit peu la réponse que nous a donnée Pierre-Yves ici. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ces stratégies qui permettent de diminuer la volatilité d'un portefeuille, souvent elles ont un coût. Elles vont également diminuer la performance sur le long terme. Ici, Pierre-Yves nous fait un commentaire qui est assez typique d'un investisseur particulier qui souhaite avoir pas mal de diversification. Il nous dit « Pour moi, un portefeuille doit contenir tout de même une base d'un ETF S&P 500 en plus du stock picking sur une dizaine d'actions et avoir également une poche d'un ETF retraçant le cours de l'or. » Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'investisseurs particuliers qui aiment bien avoir un petit peu tout. Ils aiment bien avoir des ETF, ils aiment bien avoir du stock picking, ils aiment bien avoir de l'or, des obligations, de l'immobilier. C'est le fameux fromage, vous savez, avec un petit peu tous les investissements. Moi, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je suis absolument pas fan de cette approche parce que je pense que plus on se diversifie, moins on est bon et peut-être qu'on peut avoir un portefeuille un peu plus résilient, mais généralement la performance va bien baisser. Voilà le fameux graphique qui est dans le bouquin Stock for the Long Run et qui nous montre à mon avis le benchmark le plus excessif. On est ici, vous voyez, on démarre en 1801. Donc on a vraiment aujourd'hui un grand historique sur différentes classes d'actifs, notamment les actions, les obligations et l'or et évidemment les devises. Donc sans surprise, les devises s'écroulent et perdent évidemment en pouvoir d'achat et c'est l'inflation et c'est pour ça qu'il faut investir. L'or, vous le voyez, a une performance de seulement 0,6% net d'inflation. Donc ça permet en fait de ne pas subir l'inflation, mais ce n'est pas vraiment un actif qui va rapporter de l'argent. Donc c'est plutôt un actif qui permet de se protéger contre l'inflation. Mais à nouveau, vous voyez, la performance est quand même pas incroyable, 0,6%. On est à 3,6% pour les obligations, donc ça permet quand même de gagner de l'argent. Et enfin, tout en haut, on a les actions avec un rendement assez exceptionnel de 6,9% par an de rendement net d'inflation. Donc pour moi, ce tableau montre bien que les actions restent vraiment le meilleur actif sur le long terme. On voit que c'est évidemment un actif qui va être plus volatile que l'or, les obligations. Et encore l'or, vous voyez qu'il y a pas mal de fluctuations. Donc pour moi, c'est vraiment l'actif, si vous souhaitez avoir la meilleure performance sur le long terme, qu'il faut avoir dans votre portefeuille. Évidemment, si vous mettez des obligations et de l'or, vous allez réduire la volatilité, mais vous allez probablement aussi réduire la performance, votre performance sur le long terme. Si vous vous intéressez comme ça à créer des portefeuilles avec différentes classes d'actifs, je vous recommande ce site qui est superbe, Lazy Portfolio ETF. Vous voyez que vous avez différentes compositions ici d'ETF et vous pouvez voir par exemple quelle est la stratégie qui a rapporté le plus sur les 10 dernières années, sur les 5 dernières années, sur les 30 dernières années.
Et sans surprise, on voit que c'est des portefeuilles qui sont 100% actions, qui ont rapporté le plus sur les 30 dernières années, 13,65% pour un portefeuille 100% technologique. Donc ça, c'est le fameux Nasdaq dont on a parlé plus tôt. Et ici, 10,74% par an pour un portefeuille d'actions américaines. Donc ici, on est sur le S&P 500. Et vous voyez qu'il faut descendre un petit peu pour commencer à arriver sur des stratégies qui commencent à ne plus avoir 100% en actions, mais qui commencent également à mettre ici des bonds, donc des obligations, ou alors des commodities, généralement de l'or, mais ça peut aussi être des matières premières. Et donc vous pouvez regarder un petit peu quels ont été les portefeuilles qui ont le mieux performé pour regarder un petit peu la performance que ça peut donner et également évidemment regarder aussi la volatilité qui en découle. Des portefeuilles très célèbres ici. On a le fameux 60-40 qui est un petit peu à l'ancienne. Aujourd'hui, on en parle moins, mais je pense qu'il va revenir au devant de la scène puisque les obligations sont montées. Donc, c'est un petit peu le truc de boomer. On disait souvent, voilà, il faut avoir 60% d'actions et 40% d'obligations. On voit que ça performe quand même de manière assez correcte sur le long terme. Mais à nouveau, on est à 8,65 contre un portefeuille 100% actions qui est à 10,74. Et vous le savez si vous me suivez depuis un moment, comme ça on se dit, il n'y a que 2% de différence entre les deux. Mais vous le savez, 2% par an comme ça sur un horizon de 30 ans, c'est à 2, à 3, à 4 fois plus d'argent in fine sur votre compte. Donc voilà, c'est un choix à faire. Mais selon moi, rajouter comme ça d'autres types d'actifs, c'est prendre le risque quand même de baisser sa performance. Donc c'est vraiment une question personnelle que vous devez vous poser en fait. Moi je sais que je suis à l'aise avec la volatilité. J'ai aussi un business qui fonctionne bien. J'ai aussi du cash sur mes comptes. Donc je ne suis pas du tout inquiet par la volatilité de la bourse. Et si demain la bourse chute de moins 40, moins 50%, je ne serai pas inquiet, pas de problème. Au contraire, vous me verrez en train de faire des looms sur YouTube et de vous dire les gars, c'est le moment d'acheter, il faut y aller. J'ai déjà vécu du coup la crise du Covid. J'ai vécu plusieurs baisses, pas des baisses jusqu'à moins 40%, mais des bonnes baisses jusqu'à moins 20%. Et ça n'a fait que renforcer ma confiance dans les actions. Donc pour mon profil de risque, et étant donné aussi que je suis jeune et que j'ai un long temps d'horizon devant moi, eh bien 100% d'actions, ça me va très bien. Maintenant, si vous, au niveau psychologique, vous avez beaucoup de mal à accepter le fait que votre portefeuille puisse perdre moins 20, moins 30%, dans ce cas-là, peut-être que ça peut être intéressant de rajouter à nouveau des obligations ou de l'or. Dans les stratégies très connues, ici vous avez le All-Weather Portfolio du fameux Ray Dalio et également celui dont on parle beaucoup, notamment quand on démarre, c'est le fameux Permanent Portfolio de Harry Browne. Donc c'est un portfolio qui fait un petit peu rêver quand on est un débutant. Je me souviens que quand j'avais démarré, je me disais mais c'est génial, on est super bien diversifié, on a 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% de cash et 25% d'or. Donc on a un petit peu de tout et quoi qu'il arrive dans l'économie, voilà, on est prêt, etc. Bon, la réalité, c'est que vous voyez que c'est un portefeuille qui a une performance de seulement 6,95% par an sur les 30 dernières années, ce qui est vraiment très faible finalement par rapport à un portefeuille 100% actions. Et à nouveau, on en a parlé, mettre des obligations, mettre de l'or, bon, c'est bien, ça réduit un peu la volatilité, mais vous voyez qu'il y a quand même de la volatilité sur l'or et quand même aussi un petit peu sur les obligations. On l'a vu en 2022 avec la hausse des taux d'intérêt, les obligations ont quand même pris cher. Et voilà, on a une volatilité qui n'est pas non plus réduite à zéro et on a une performance boursière moins bonne. Donc, selon moi, les autres classes d'actifs, c'est un petit peu en danger. Surtout qu'à nouveau, moi je sais que les actions, je m'y suis beaucoup intéressé, donc je suis spécialisé là-dedans. Si tout d'un coup je me mettais à acheter les obligations, je pense qu'il faudrait que je comprenne bien les obligations, que je m'y intéresse. Et bon, les ETF permettent de s'y exposer facilement, mais généralement on comprend mieux comment ça se passe quand on analyse vraiment en détail. Et évidemment, c'est un métier de bien analyser les obligations parce qu'il y a plein de types d'obligations. Il y a des obligations d'État dont on parle beaucoup, mais il y a aussi les obligations d'entreprise. C'est pareil sur l'or, c'est un marché qui est très particulier et pas forcément simple d'investir comme ça en se disant oui, c'est sûr, ça va monter. Donc voilà, moi je suis vraiment pas contre et comme je l'ai dit, ça dépend vraiment de votre psychologie. Je suis vraiment pas contre le fait de rajouter d'autres classes d'actifs, mais il faut bien être au courant, bien les maîtriser et bien être au courant des coûts qu'elles représentent par rapport à votre performance. Ne pas se dire ok, je rajoute de l'or, de l'obligation et du coup mon portefeuille va être plus résilient et il va aussi bien performer qu'un portefeuille 100% action. C'est faux et on le voit clairement ici sur les stats. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que si vous allez ici dans Drawdown, vous allez comprendre pourquoi il faut avoir le cœur accroché quand on investit en bourse. Vous voyez que ici l'indice du Nasdaq a baissé en max drawdown sur 30 ans, donc la baisse maximale enregistrée a été de moins 81%. Donc je ne pense pas qu'on retrouvera sur les 30 prochaines années un moins 81% parce que c'était très particulier. C'était, vous savez, la fameuse bulle technologique des années 2000. Il y avait des actions qui n'avaient quasiment pas de produits et qui se vendaient à un prix à 100 fois, 300 fois leur chiffre d'affaires. Donc là, en effet, il y a des corrections terribles qui peuvent se passer là. Aujourd'hui, je ne pense pas que les entreprises du Nasdaq sont aussi surévaluées que ça. Et on voit d'ailleurs que sur les 10 dernières années, on est plutôt sur des baisses maximales autour des 30%. Donc ça devait probablement être la Covid puisqu'on voit que c'est le même sur 5 ans. Et on voit également
évidemment que dès qu'on passe sur le S&P 500, on voit que la chute est moins forte puisqu'à nouveau on est sur des entreprises qui sont moins, on l'a vu, technologiques et moins basées sur, on va dire, les tendances du moment. Donc on voit moins 17% de baisse sur 10 ans pour le S&P 500 et moins 57% sur 30 ans. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut savoir quand on a un portefeuille 100% actions. On sait qu'on peut avoir des baisses allant de moins 20 à moins 60% et il faut y être préparé. Maintenant, moi personnellement, cette volatilité, je m'y prépare de deux manières. La première, comme je l'ai dit, c'est que je l'accepte complètement. Je suis à l'aise avec, j'en ai déjà fait l'expérience et je sais que ça sera une bonne occasion de renforcer mes actions parce que c'est aussi un avantage en fait quand on fait du stock picking, c'est qu'on sait exactement quelles actions on a en portefeuille, on sait la qualité qu'il y a derrière et donc potentiellement, quand on est sur un ETF S&P 500, on le voit chuter, on se dit je sais pas trop ce qui se passe, c'est peut-être un problème économique, etc. On n'a pas forcément les fondamentaux derrière, alors que les sociétés, si je vois une de mes sociétés baisser de moins 30%, je peux directement aller analyser et comprendre d'où vient cette baisse, est-ce qu'elle est justifiée ou pas. Je pense que ça peut aussi se faire dans une moindre mesure sur un S&P 500, mais c'est un peu plus compliqué parce qu'à nouveau, dans un ETF, on a beaucoup d'entreprises différentes, alors que là, on va en avoir que quelques-unes dans le stock picking. Donc pour moi, on peut beaucoup mieux comprendre d'où vient la baisse et si elle n'est pas justifiée, ça peut être un super moment de renforcer cette action parce qu'on se dit non, en fait cette baisse n'est absolument pas justifiée par les fondamentaux, j'ai une entreprise derrière qui reste solide, qui continue de faire de plus en plus de bénéfices, donc c'est go et on a justement à ce moment-là le bon comportement au lieu de faire comme la majorité du marché, c'est-à-dire vendre les actions parce que le marché chute et donc on se dit il y a un problème, on panique. Au contraire, là on renforce lorsque justement les actions sont à des prix très intéressants et que les fondamentaux restent bons. Donc première stratégie pour moi, accepter la volatilité. Deuxième stratégie, chercher des entreprises qui ont justement peu de volatilité au niveau de leurs fondamentaux et au niveau de leur cours de bourse. Généralement les deux sont liés, vous le savez, si ce qui va driver le plus une entreprise sur le long terme, c'est la croissance de ses bénéfices. Si ces bénéfices ont comme ici 92% de linéarité, c'est-à-dire qu'ils montent vraiment en ligne droite, c'est un très bon signe. S'ils ont 88% de linéarité à nouveau ici sur le free cash flow et ici on était sur le chiffre d'affaires, voilà, c'est vraiment très important d'avoir des bénéfices et des fondamentaux qui montent et vous voyez que c'est exactement ce que je vais analyser. Vous voyez ici par exemple le chiffre d'affaires de Salesforce, c'est ce genre d'entreprise que j'aime beaucoup, qui ont vraiment une croissance très très stable et éviter au contraire les entreprises comme Total ou voilà des entreprises qui ont vraiment des risques particuliers ou qui vont avoir beaucoup de cyclicité dans leurs revenus parce qu'elles vont vendre un produit puis après une fois que le produit est vendu, les clients arrêtent d'acheter. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup tout ce qui est logiciel, tout ce qui est abonnement et c'est vraiment des questions que je me pose quand j'analyse une entreprise en fait en détail. Je passe beaucoup de temps à comprendre le business de l'entreprise et c'est pas uniquement de se dire waouh super son free cash flow augmente de manière très stable dans le temps, c'est aussi se poser des questions fondamentales sur son business en se disant voilà, est-ce que le produit il est essentiel? Est-ce que les ventes vont être régulières? Là, vous le voyez, 94% des ventes de Salesforce sont de nature récurrente. C'est des abonnements à des logiciels. Et est-ce que c'est dur pour les gens d'arrêter finalement de payer ce logiciel? Pour les entreprises qui payent Salesforce, c'est quand même très dur de changer le logiciel parce que ça représente un effort conséquent et risqué pour une entreprise. Il faut reformer sur le nouveau logiciel. Il faut, voilà, il y a toutes les équipes qui utilisent le logiciel. On perd les datas qu'on avait. Et c'est pour ça que l'entreprise a une très forte rétention. Je crois que je l'ai noté ici. Oui, juste ici, 92% de rétention client, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, Salesforce va conserver 92% de ses clients et c'est vraiment excellent. Et c'est ce genre d'entreprise, voilà, en se posant vraiment des questions comme ça, que je me dis on peut vraiment atteindre une belle linéarité parce qu'on a un business qui derrière performe de manière très linéaire. Et même si demain il y a une crise, eh bien les entreprises, à mon avis, elles vont couper une partie de leurs dépenses non obligatoires sur des logiciels qui ne sont pas essentiels à leur activité. Mais pour des logiciels comme ça, comme ceux de Salesforce, on pourrait citer aussi Microsoft, pour moi c'est très compliqué pour l'entreprise de se séparer de ce genre de logiciel. Et d'ailleurs, souvent, les clients qui partent, c'est souvent des clients qui mettent le verrou sous la porte. Donc, à moins qu'on ait vraiment plein d'entreprises qui font faillite, une crise majeure, etc. Évidemment, s'il y a une crise majeure, évidemment que les actions seront impactées, toutes les actions. Mais selon moi, ce genre d'entreprises qui sont vraiment très bien présentes, qui ont des très bons business models, très solides, eh bien pour moi, quoi qu'il arrive, elles devraient mieux résister à la baisse que la moyenne du marché. Un autre élément qui me semble très important à souligner, c'est le niveau d'endettement. Parce que évidemment, quand on est en marché haussier, on ne regarde que les croissances, c'est-à-dire il faut acheter l'entreprise qui a la plus forte croissance. Voilà, faut acheter Nvidia, faut acheter AMD parce que ces entreprises ont des croissances incroyables en ce moment. La question qu'on se pose beaucoup moins et que pour moi qui est beaucoup plus importante quand on se positionne sur le long terme, c'est premièrement, est-ce que les revenus sont pas cycliques? Est-ce qu'ils vont arriver à rester stables dans le temps? Et aujourd'hui, il y a des doutes sur le fait typiquement que des entreprises comme Nvidia parviennent à garder vraiment une stabilité dans leurs bénéfices et soit pas justement un boom parce qu'il y a une forte demande et puis ensuite une baisse parce que historiquement, on a vu beaucoup d'entreprises avoir des booms et des busts comme ça et généralement ça fait très mal lorsque la bulle explose et que justement la demande n'est plus aussi importante qu'avant.
Et également regarder les niveaux de dette des entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on regardait beaucoup. Je me souviens que pendant la Covid, tout le monde était là. Est-ce que cette entreprise est suffisamment endettée? Est-ce qu'elle va pouvoir résister, etc. Ça, c'est des questions qu'on se posait durant la Covid et qu'on se pose plus du tout aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important, même quand les conditions économiques sont bonnes, de voir si nos entreprises sont très endettées ou pas. Parce que le jour où les conditions économiques vont devenir moins bonnes, eh bien, celles qui résisteront, celles qui ne feront pas faillite, seront celles qui auront les meilleurs fondamentaux de business, le meilleur bilan comptable. Et c'est très important de regarder du coup ces critères-là. Et vous voyez ici que c'est un gros avantage d'être positionné sur les entreprises technologiques. On le voit aussi sur le Nasdaq. On est sur les entreprises ici dans le portefeuille Trident qui ne payent que 3% de leurs bénéfices en intérêt pour rembourser donc leur dette. Elles ne payent que 3% d'intérêt chaque année contre 13% pour le S&P 500. Donc on voit déjà que dans le S&P 500, on a des entreprises qui vont être plus endettées et qui vont devoir rembourser des intérêts plus élevés chaque année. Avec la hausse des taux d'intérêt, c'est un petit peu dangereux. Et on voit également qu'il ne faudrait que 3 mois aux entreprises du portefeuille Trident pour rembourser l'intégralité de leur dette, alors qu'il faudrait 2 ans et demi au S&P 500 pour rembourser cette dette. Donc dans le S&P 500, on a des entreprises qui sont très endettées et pour moi, c'est un risque parce que qui dit des dettes, dit évidemment que si tout d'un coup il y a un ralentissement économique, l'entreprise peut vite se retrouver écrasée par ses dettes. À nouveau, une entreprise qui n'a pas de dette, qui n'a quasiment rien en dette, évidemment ne peut pas faire faillite. C'est souvent les dettes qui mettent les entreprises dans la panade et c'est pour ça que c'est important pour moi de regarder justement ces critères-là, de voir qu'elles ne sont pas trop endettées, de voir qu'avec leur free cash flow, avec leurs bénéfices, elles vont pouvoir rapidement rembourser leurs dettes. Un autre élément que j'aime bien regarder, c'est la notation financière. Même si ce n'est pas un score parfait, c'est un score qui permet quand même d'estimer à peu près le pourcentage de chances de banqueroute sur 30 ans. Donc ça, c'est des études qui ont été menées et vous voyez que plus la notation financière de l'entreprise va être élevée, et moins elle a de chances de faire banqueroute sur les 30 prochaines années. On a 2 entreprises qui ont un AAA aujourd'hui, c'est Microsoft et Johnson & Johnson. Et vous voyez que évidemment, dans votre portefeuille, vous voulez éviter d'avoir des entreprises qui ont des triple B+, des triple B, des triple B-. Souvent, ça indique que l'entreprise est quand même très endettée, qu'elle a un business model qui est plus cyclique, qui a plus de risques la concernant. Et l'inconvénient aussi, c'est que vous savez, on dit souvent que les banques ne prêtent qu'aux riches. Eh bien là, c'est un petit peu le même système. Le marché obligataire va prêter de manière beaucoup plus sympathique aux entreprises qui ont des bonnes notations financières. Donc avoir une bonne notation financière, ça donne aussi plus de flexibilité à l'entreprise pour émettre des dettes avec des taux d'intérêt faibles. Alors qu'au contraire, une entreprise qui est une note de triple B, pour émettre de la dette, ça va lui coûter encore plus cher. Et cela va donc aller encore augmenter ici le pourcentage qu'elle va devoir rembourser chaque année en intérêt. Dans ce sujet de la volatilité, vous avez peut-être déjà entendu parler du bêta. Mais moi je suis vraiment pas fan. Le bêta en fait ça mesure à quel point une action va être sensible par rapport au S&P 500. Donc finalement si une action a un bêta de 1, elle va faire, quand le marché va monter de 10%, elle va elle aussi monter de 10%. Alors si elle a un bêta de 2, elle va monter de 20% quand le marché monte de 10%, mais par contre elle va chuter de moins 20% quand le marché va chuter de moins 10%. Donc c'est une manière de mesurer un petit peu la volatilité d'une action. Mais ce que j'aime pas trop avec les portefeuilles justement qui vont chercher à diminuer le bêta, c'est qu'on va souvent se retrouver, si vous utilisez un screener et vous cherchez les entreprises qui ont des bêtas faibles, vous allez vous retrouver avec des entreprises, en effet, la variation du cours est pas très importante, mais la performance n'est pas aussi très intéressante. On est souvent sur des business extrêmement stables, du genre des fournisseurs d'électricité, ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça fait 5 ou 6% par an. Donc c'est quasiment un petit peu les mêmes performances qu'on a sur des obligations. Donc pour moi, c'est pas forcément le bêta. Ça me dérange pas que mon action puisse être volatile un petit peu de temps en temps. Ce qui compte, c'est que sur un horizon long terme, elle est vraiment une belle augmentation de son cours. Et vous voyez que c'est ce qu'on va mesurer ici avec le critère de linéarité. Ici, on voit que Salesforce a une linéarité plutôt correcte, 79% chez des entreprises qui ont plus que ça. Mais ça reste assez correct. On voit qu'en effet, il y a des périodes où ça monte un peu fort, des périodes où ça baisse un peu fort. Donc il faut quand même avoir le cœur accroché. C'est toujours pareil avec les actions. Mais on voit que c'est globalement quand même une action qui a tendance à délivrer de plus en plus chaque année et qui est vraiment sur une tendance haussière. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Éviter les entreprises qui vont monter très fort et redescendre très bas. C'est plutôt avoir vraiment une belle constance. Et on voit qu'on est à 66% en moyenne de linéarité sur le S&P 500. Et sur les 8 entreprises qu'on a sélectionnées dans le portefeuille Trident, vous voyez qu'on est à 89%. Donc je pense que cela devrait nous aider aussi, puisqu'à nouveau, c'est des entreprises qui vont chuter moins fort lorsqu'il y aura des baisses et qui vont continuer de progresser un peu plus rapidement que le S&P 500 sur les 5 prochaines années. J'ai hâte en tout cas les amis de vous partager, parce que tout ça évidemment, tout ce que je vous explique là c'est de la théorie. Maintenant j'ai hâte de vous partager concrètement ce qui va se passer lorsqu'on aura justement un marché baissier. J'ai hâte de voir si notre portefeuille va justement bien mieux résister que le S&P 500 et surtout que le Nasdaq. Donc hâte de vous partager toutes ces découvertes lorsqu'on aura justement un marché baissier. J'espère que ça répond bien à cette question et comment je vois un petit peu du coup l'aspect défensif du portefeuille. Donc pour moi je reste 100% investi en action parce que j'accepte la volatilité.
volatilité. Vous pouvez tout à fait décider de vous exposer à d'autres classes d'actifs, mais faites attention à nouveau, comme on l'a vu, à prendre en compte le fait que ça risque de diminuer la performance de votre portefeuille. Et si vous souhaitez diminuer un petit peu la volatilité ou du moins chercher à contrôler un petit peu les choses, je pense qu'il y a des éléments intéressants à aller chercher dans les fondamentaux des entreprises, aller vraiment sectionner les entreprises qui ont des business extrêmement stables dans le temps, et vous pouvez constater cette stabilité concrètement en regardant la linéarité à la fois de leur performance mais également de leurs fondamentaux, l'augmentation de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices.